Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études transnationales, francophones et comparées. Études transnationales, francophones et comparées. Transnationales, Francophone and Comparative Studies. Collection dirigée par Book Series directed by Hafid Gafaiti. Les mouvements migratoires dans le monde ont donné naissance à des diasporas et des cultures immigrées, qui simultanément transforment les sociétés et les immigrés et contribuent à la formation d'identités et de cultures globales ou transnationales. Le but de cette collection est d'explorer les processus à partir desquels ces phénomènes ont donné naissance à des cultures nationales et transnationales, ainsi que d'analyser les modalités selon lesquelles les diasporas contribuent à la production de nouvelles identités et discours qui défient les modes de pensée traditionnels sur l'identité, la nation, l'histoire, la littérature, l'art et la culture dans le contexte postcolonial. Elle vise à contribuer au débat sur ces phénomènes, leurs problématiques et discours à partir d'une perspective interdisciplinaire et plurilingue, au-delà des cloisonnements idéologiques, politiques ou théoriques. Elle a également pour but de renforcer les liens entre la théorie critique et les études culturelles. Finalement, son objectif est de développer les relations entre les études francophones, anglophones et comparées dans un cadre transnational. Cette collection tente de multiplier les échanges entre les universitaires et étudiants francophones, anglophones et autres et de transcender les barrières culturelles et linguistiques qui caractérisent encore nombre de publications. Migratory movements in the world have led to the formation of diaspora and immigrant cultures that transform both societies and immigrants themselves, while contributing to global or transnational identities and culture. The aim of this book series is to explore the processes by which these phenomena led to a constitution of national and transnational culture. In addition, it studies how diaspora contribute to the construction of new identities and discourse that challenge traditional ways of thinking about identity, nation, history, literature, art and culture in the post-colonial context. It aims to contribute to the discussion of these issues from an interdisciplinary and multilingual perspective beyond ideological, political and theoretical exclusion. Its objective is to reinforce the links between critical theory and cultural studies, and to develop the relation between francophone and comparative studies in a transnational framework. This book series atteint, on the one hand, to enhance the communication and to strengthen the relation between francophone, anglophone and other scholars and students, and on the other hand, to transcend the cultural and linguistic barriers that still characterize many publications. Remerciements. Plusieurs sessions consacrées aux femmes d'islam dans la littérature et le cinéma contemporain, lors de congrès du Conseil international d'études francophones sont à l'origine de cet ouvrage. C'est grâce à l'accueil initial du CIEF que certains des travaux présentés au congrès ont maintenant l'occasion de se faire connaître à travers ce collectif. Nous tenons à remercier les responsables du CIEF pour leur soutien et les intervenants qui ont contribué leurs réflexions, de même que les chercheurs et chercheuses qui se sont ensuite joints à cet effort. Nous sommes particulièrement reconnaissants aux auteurs pour leur patience et leur confiance, alors que plusieurs désistements ont mis en péril la parution de cet ouvrage. Enfin, que Hafid Gafaiti soit remercié pour son encouragement et son soutien. Dédicace à Hafid Gafaiti. Poète, chercheur, ami, dont l'intelligence se joint à la sensibilité et à la générosité. Présentation. Catherine Perry. University of Notre-Dame, États-Unis. En guise d'introduction, Silence et paroles de femmes chez Colin Serrault et Yamina Benguigui. En ayant recours au titre Femmes d'Islam pour ce collectif, comment ne pas se rappeler une pionnière dans ce domaine, Yamina Benguigui, dont plusieurs études et films depuis les années 1990 ont offert des représentations mémorables de femmes multiples et diverses, tant dans les pays musulmans qu'en Europe et particulièrement en France. À l'occasion d'une publication sur les femmes d'islam représentées dans la littérature, le cinéma et l'art contemporain, il est sans doute intéressant d'envisager succinctement la problématique du silence et de la parole,
dénotant dégradation d'agencéité chez des femmes d'origine musulmane selon 2 films de 2001, fondamentaux dans l'histoire du cinéma féministe et politiquement engagé, où Islam en tant que culture sociale joue un rôle significatif. Les comédies dramatiques K.O. de Colin Serrault, sorti le 3 octobre 2001, et Inch'Allah Dimanche de Yamina Benguigui, sorti 2 mois plus tard, le 5 décembre 2001. Simple coïncidence, peut-être, mais il semble que ces 2 films gagnent à être considérés ensemble pour apprécier leur contribution à l'évolution des représentations de femmes musulmanes en France et ailleurs depuis le début du XXIe siècle. Avant 2001, Colin Serrault, né en 1947, était surtout connu pour sa comédie à grand succès 3 hommes et un couffin, sortie en 1985. Quant à Yamina Benguigui, sa cadette d'une dizaine d'années, elle était connue pour ses documentaires sur les immigrés et notamment en ce qui nous concerne, Femmes d'Islam, sorti en 1994. 2 ans plus tard, Benguigui publiera un livre sous le même titre. Contrastant avec la perspective détachée d'une observatrice dans le documentaire, Benguigui adopte une attitude personnelle dans la préface du livre, retraçant ses propres expériences dans une famille d'Algériens immigrés, où la parole et le silence jouent un rôle important. La première de ces interdictions, la plus lourde, était celle de parler. À la maison, la petite fille ne devait jamais poser de questions. Elle devait faire tout ce que son père, ses frères et sa mère lui demandaient, obéir et se taire. À l'extérieur, elle ne devait jamais parler de ce qui se passait à la maison. Parler aux étrangers était une honte pour elle, une trahison et un déshonneur pour sa famille, à laquelle elle devait le respect. Le but déclaré dans le documentaire est de libérer la parole des femmes. En effet, la plupart des femmes interviewées, voilées, dévoilées, ont saisi l'occasion que leur offrait une autre femme musulmane de se libérer du poids du non-dit. Et c'est cela qui est nouveau, à l'aube du XXIe siècle, les entendre parler. Élevée en France où elle a eu l'opportunité de développer une vie professionnelle, Benguigui soutient des valeurs occidentales, telles l'individuation, qui informe également ses films. La préface de son livre nous rappelle néanmoins qu'elle se considère musulmane et qu'elle ne blâme pas la religion pour une oppression quelconque des femmes dans certaines cultures musulmanes. Ce sont les femmes qui, par leur éducation, transmettent à leurs filles les mutilations sexuelles, les comportements de soumission injustement attribués à la religion. En plus de sa perspective féministe, Benguigui se présente comme un exemple d'intégration réussie dans la société française. Le film Inch'Allah Dimanche constitue son premier long-métrage. Tout en divergeant dans certaines de leurs conclusions, K.O. et Inch'Allah Dimanche se recoupent de façon thématiquement intéressante. Si Benguigui retrace l'expérience à la fois douloureuse et exaltante d'une immigrée algérienne en France, appréhendée à partir de la perspective de l'enfant qu'elle était dans les années 1960 à 1970, Serrault quant à elle s'inspire d'expériences contemporaines dans les familles d'immigrés et de Français dits de souche, pour lancer un réquisitoire contre le patriarcat où qu'il se manifeste. Bien que les 2 films soient manifestement féministes, ils se distinguent toutefois par leur interprétation du patriarcat à l'échelle personnelle, nationale et mondiale, ainsi que par les solutions qu'ils semblent proposer. En effet, Inch'Allah Dimanche se conclut sur l'espoir d'une résolution possible au sein du patriarcat, tandis que K.O. paraît se fermer radicalement à toute possibilité de compromis. Je propose ici d'analyser quelques thèmes révélateurs des convergences et divergences dans ces films, avant d'envisager brièvement l'œuvre des 2 réalisatrices dans le contexte de productions plus récentes. Pour Serrault, le long-métrage de 2005 intitulé Saint-Jacques. La Mecque et le documentaire de 2010 intitulé Solutions locales pour un désordre global, et pour Benguigui les 4 téléfilms de la série Aïcha, diffusés à partir de mai 2009 sur France 2. K.O. de Colin Serrault. Le silence et son envers, la parole, suivie d'un acte original et délibéré, constituent 2 des aspects les plus importants qui rapprochent K.O. et Inch'Allah Dimanche. K.O. débute par le silence d'un couple français bourgeois, silence par lequel il faut comprendre l'absence de communication, et de façon peut-être plus décisive, l'absence de conscience morale et sociale. Sur le rythme effréné d'un air de Saint-Germain, 8 scènes en succession rapide montrent Hélène et son mari Paul se préparant à sortir en soirée, chaque personnage étant isolé de l'autre jusqu'au moment où ils s'enferment dans un ascenseur en se tournant le dos. Survient alors une scène capitale où une jeune femme, poursuivie par des malfaiteurs,
se précipite en criant vers la voiture du couple pour qu'on l'assiste. Ses appels déchirants restent sans réponse, Paul refusant de s'arrêter pour lui venir en aide. Manifestement, elle n'a pas trouvé le moyen de communiquer verbalement pour se défendre. Brutalement frappée, elle est laissée pour morte sur le pavé. C'est Hélène qui entend désormais l'appel de cette jeune femme. Elle se réveille la nuit en criant, toutefois sans pouvoir expliquer à Paul ce qu'elle ressent. Lorsque, prise de remords, elle rend visite à la jeune femme dans l'hôpital, celle-ci est dans le coma et ne peut transmettre son expérience. Puis, ayant repris connaissance, elle se met à parler, produisant une sorte de déluge verbal qui nous donne de nombreux renseignements. Elle est d'origine algérienne sous le nom de Malika mais de nationalité française sous le nom de Noémie. Son père immigré avait quasiment abandonné sa femme en Algérie, ne retournant qu'une fois par an. Celle-ci avait pris un amant, son mari l'avait découverte, puis répudiée et séparée de ses enfants à la suite de quoi elle s'est pendue de désespoir. Puis le père a essayé envoyer Malika en Algérie pour un mariage arrangé, destin dont elle a réussi à échapper seulement pour tomber dans le piège d'hommes qui l'ont forcée à la prostitution. Grâce à son intelligence et à sa volonté, elle commençait à s'en sortir avant que les proxénètes la retrouvent. Dans ce contexte, la volubilité soudaine de Malika après son coma suggère un stade initial d'articulation de son expérience personnelle chez une femme qui a subi des abus du système patriarcal et qui refuse désormais de s'y plier. Sa prise de parole contraste aussi fortement avec le silence d'Hélène et de Paul au début du film. Ce qui importe ici, semble-t-il, c'est la représentation d'une jeune Algérienne soumise au pouvoir patriarcal figurée à la fois par son père, qui suit certaines traditions culturelles néfastes envers la liberté individuelle de femmes sous son contrôle, et par la bande de malfaiteurs, tandis qu'Hélène, au contact de Malika, prend conscience de sa propre soumission au patriarcat figuré par son mari comme par son fils. C'est ainsi qu'elle commence à agir, devenant forte et capable de construire une vie nouvelle. En fait, aucun personnage masculin dans ce film n'est exempt de culpabilité pour sa participation dans le patriarcat, ce qui a fait dire à des critiques, surpris par la virulence du propos et l'incorrection politique de Serrault, que le film est un pamphlet d'une extrême violence, propulsé de bout en bout par la rage, ou qu'il ne pardonne pas aux hommes en ne montrant aucun personnage masculin susceptible d'être racheté. La violence du patriarcat paraît donc susciter une réaction également violente chez les femmes afin d'y échapper, ce qui paradoxalement, ne promet aucune fin au cycle de violence que dénonce justement le film. Hélène, par exemple, jouée par Catherine Fro à l'aspect si menu et fragile, n'hésite pas à assommer un des malfaiteurs. Malika, quant à elle, se venge de la brutalité masculine en utilisant la technique du regard qu'elle nomme lance-flamme, afin de rendre un homme éperdument amoureux d'elle sans donner suite à son désir. Il faut cependant noter la redéfinition que fait Serrault du terme militaire, lance-flamme, car Malika ne détruit rien. Elle attaque seulement l'arrogance des personnages masculins en exploitant leurs points faibles, aidant même certains d'entre eux à évoluer, car ils ne peuvent en fin de compte échapper à leur propre prise de conscience. Dans une interview de 2003, au sujet de son film de 1989, Romuald et Juliette, qui met en scène la relation amoureuse d'un Français socialement dominant avec une femme de ménage noire, Serrault dit vouloir créer des situations qui éveillent le désir des spectateurs pour un monde différent, où un magnat blanc peut sans choquer épouser une femme noire de condition modeste. Dans une correspondance personnelle en janvier 2004, Serrault juge que la condition de toute femme, quelle que soit son origine, qu'elle soit donc musulmane de naissance ou française dite de souche, est la même au niveau symbolique dans le patriarcat. Serrault refuse d'envisager la condition des femmes musulmanes à l'exclusion de celle de toute autre femme. Et elle ajoute une définition des valeurs masculines par opposition aux valeurs que l'on pourrait dire féminines. Les valeurs mises en exergue par la société patriarcale, et par le capitalisme libéral dans les entreprises, sont l'aboutissement logique de l'organisation patriarcale de la société. Ce sont les valeurs de combat, de compétition et de rapt au détriment de la coopération, du partage et du don. Elle indique aussi son projet de soutenir les progressistes, de quelque origine qu'ils soient, et pareillement de lutter contre ceux qu'elle voit comme des réactionnaires quels qu'ils soient. Dans le film Chaos, les trois personnages féminins principaux s'entraident en effet pour échapper à l'emprise du patriarcat et pour en réduire dramatiquement le pouvoir. En outre,
C'est une jeune femme d'origine maghrébine et de conditions modestes qui montre la voie à une Française bourgeoise et nantie. De même, c'est Malika qui parvient à briser le cycle répétitif de l'histoire patriarcale en sauvant sa jeune sœur d'un mariage forcé. Dans ce film, les victimes ne deviennent pas des bourreaux. Elles font preuve de réflexion, de compétence et de transformation personnelle. Malgré ce projet émancipateur, le film aboutit à une résolution aléatoire, mettant en scène la mère de Paul avec Hélène et Malika, face à la mère, dans une communauté féminine séparée des hommes. Le silence figuratif de l'isolation, qui rappelle structurellement le silence du couple dans les scènes d'exposition, peut-il présenter une solution au problème dénoncé dans ce film ? Après avoir trouvé refuge dans une communauté féminine, n'y aurait-il plus de possibilité d'action sociale ? Ou bien le message final de Chaos serait-il que les femmes doivent d'abord se libérer du patriarcat, avant de pouvoir réintégrer les hommes dans leur vie ? Il faut également noter, comme le montre non seulement cette scène mais aussi la mère de Paul, connectée à la terre par sa vie à la campagne où elle travaille le sol, que les femmes semblent d'après Serrault proches de la nature, ce qui pourrait suggérer une tendance utopique sinon essentialiste et réductrice, confirmant en fin de compte la séparation des sexes. À part certaines questions idéologiques, le film Chaos, dont le genre est inqualifiable puisqu'il mêle la chronique sociale réaliste à la comédie policière, au mélodrame familial et même au roman feuilleton, regorge d'inventivité, de drôlerie, de suspense et se laisse donc regarder avec plaisir, ce qui ne signifie pas que son humour soit toujours réjouissant. Dans un entretien de 1998, Colin Serrault révèle les intentions qui la guident dans l'utilisation de l'humour. « Je ne pense pas en termes d'espoir, je ne suis pas messianique. Mon comique vient du désespoir, de la conscience aiguë de ce qui ne va pas. Il part toujours de situations graves, il n'est pas léger et j'ai l'impression que je crie très fort. Mais je ne connais pas d'autre moyen efficace de parler à mes contemporains que de les faire rire. » Le thème du cri, évoqué ci-dessus et figurant plusieurs fois dans Chaos, se présente aussi avec force dans le film de Yamina Benguigui, Inch'Allah dimanche. Inch'Allah dimanche de Yamina Benguigui. Un projet capital de Benguigui dans ce film consiste également à briser les règles du silence, en représentant l'histoire d'une immigrée maghrébine de la première génération et en lui donnant la parole, alors qu'auparavant les films sur les immigrés ne mettaient en scène qu'une expérience masculine. Les mères de ces mémoires d'immigrés, toute cette troupe de femmes étaient des pionnières. Elles sont allées au sacrifice, chacune dans son style a pris part au sacrifice. Elles sont arrivées, elles ont servi là pour que nous on puisse grandir, s'émanciper, se construire. Pour moi, ma mère a été très importante dans le fait que je puisse, moi, me construire ma vie de femme. Afin de réaliser Inch'Allah dimanche, Yamina Benguigui a même dû rompre avec son père qui, après la réception favorable du film en Algérie, s'est adouci. Parallèlement à Chaos de Serrault, Inch'Allah dimanche montre 3 générations de femmes, ainsi qu'un homme immigré qui rend rarement visite à sa femme en Algérie puis, celle-ci n'ayant pas transgressé les règles, l'a fait venir en France durant le rapatriement des années 1970. Ce film met en scène la thématique du silence, des pleurs et des cris, qui signale 3 moments d'émotion intense et des gradations d'agencéité chez la protagoniste. Dans un entretien d'octobre 2001, Benguigui affirme que l'émotion est ce qui prime, dans ce film, en ajoutant que pour elle, il était capital de raconter l'histoire des mères. Inch'Allah dimanche débute par une scène dans le port d'Alger, où le personnage féminin principal, Zouina, avec sa belle-mère Aïcha et ses 3 enfants, s'apprête à embarquer sur le navire qui les emportera en France. Surgit alors un cri déchirant, on pourrait même dire indécent tant il est hors des limites de la représentation. C'est la mère de Zouina qui ne peut articuler autrement son sentiment de perte en voyant partir sa fille. Alors que les 2 femmes pleurent ensemble sans parler, une musique douce, nostalgique se fait entendre comme pour transcender ce moment de douleur extrême. C'est la chanson Agégig, Les enfants de la lumière, du Kabyle Idir, faisant référence à la tentative manquée d'une réforme en Algérie en 1988. On peut en conclure que l'affliction de la mère et de sa fille pourrait rester à la fois inarticulée et inopérante, si ce n'était pour la volonté de Zouina qui s'affirme au cours du film. Rappelons ici le suicide de la mère de Malika Noémie dans le film Chaos, suicide mentionné en passant,
mais qui acquiert une nouvelle profondeur émotionnelle dans la juxtaposition des deux films. De plus, Yamina Benguigui a connu la douleur de sa propre mère lorsque son père l'a divorcée et privée de ses enfants les plus jeunes. « Je vais mourir », lui aurait-elle dit. Lorsque Zouina se souvient de sa mère à un autre moment particulièrement poignant du film, elle pleure et danse tandis que la mélodie d'Idir revient comme pour renforcer le sentiment de perte qu'elle ne parvient pas à traduire en langage articulé. Vers la conclusion d'Inch'Allah dimanche, Zouina se rend chez une autre jeune femme algérienne, nommée Malika, qu'elle a longuement cherchée dans sa quête d'une communauté féminine d'immigrés musulmanes, mais en transgressant des interdits culturels puisqu'elle quittait sa maison sans la permission de son mari ou de sa belle-mère. Ne comprenant pas que Zouina n'ait pas respecté les limites qui lui étaient assignées, Malika la renvoie de chez elle. Effondrée, Zouina supplie, pleure et crie à la porte de Malika. Puis dans un geste de violence désespérée, elle brise un carreau de la fenêtre et se blesse la main avant de retourner chez elle subitement pleine d'assurance. Ce dernier geste, qui sert de charnière dans le récit, a libéré sa volonté. De l'inarticulée victimaire du cri et des pleurs, elle est passée à l'articulation de son destin. Elle regarde alors son mari en face et lui annonce que désormais, c'est elle qui emmènera les enfants à l'école. Son mari, Ahmed, jusque-là violent envers elle, la considérant à peine comme un être humain, la regarde lui aussi dans les yeux pour la première fois et congédie sa belle-mère qui auparavant commandait la maisonnée. Cette conclusion, mûrement préparée mais paraissant néanmoins utopique, annonce un espoir pour les femmes immigrées d'origine maghrébine. À force de persévérance et aussi d'ouverture envers certains Français solidaires, représentés dans le film par deux femmes surtout qui encouragent Zouina par leur amitié, les immigrées maghrébines pourront évoluer d'une position subalterne à une plus grande autonomie. Non plus victimes d'un destin injuste, ce que symbolisent les cris et les pleurs jusqu'au cri final de Zouina qui marque son affranchissement, elles peuvent briser le déterminisme apparent des règles socioculturelles qui les enserrent. Comme dans le film Chaos de Serrault, la violence féminine se révèle donc nécessaire de même que le développement d'une communauté féminine constituée à la fois de Françaises et de Maghrébines. Contrairement à Serrault, Benguigui présente la violence masculine avec une certaine sympathie, à condition de prêter attention au contexte où se produisent les coups d'Ahmed. En tant qu'immigré illettré, il vit presque quotidiennement l'humiliation au travail. Lui aussi cherche à s'améliorer, ce que révèlent ses essais, peu réussis pour l'instant, de jouer des airs de musique européenne populaire sur sa guitare. Lorsque Zouina s'affirme à la conclusion du film, il pourrait donc être prêt à accepter ce changement. Ici, la violence masculine ne s'explique pas uniquement par référence à la structure relativement abstraite du patriarcat. Benguigui parvient à dévoiler, subtilement il est vrai, les émotions d'un homme lui aussi dominé par des forces hors de son contrôle, comme elle le confirme dans un entretien. La violence d'Ahmed sur sa femme, c'est aussi le reflet de toutes les humiliations qu'il peut subir à l'extérieur. La différence de perspective dans ce cas provient évidemment du fait que Benguigui participe de la culture algérienne et l'aborde donc de l'intérieur. Dans un entretien de 2001, la cinéaste confie « Il m'a fallu du temps, mais j'ai énormément pardonné aux hommes de la génération de mon père qui ont l'excuse du poids des traditions et du déracinement. Ce qui peut sembler a priori caricatural, comme le comportement quasi stéréotypé de la belle-mère Aïcha envers Zouina, peut alors s'expliquer par le traumatisme qu'Aïcha a vécu en Algérie lorsqu'elle travaillait pour des colons français qui l'ont traitée durement. Le film montre ainsi comment une victime peut aisément devenir tortionnaire en profitant du patriarcat à son tour pour imposer son autorité sur plus faibles que soi. Mais l'exemple de Zouina prouve qu'une telle évolution n'est pas une conséquence nécessaire des violences subies. En considérant le comportement d'Aïcha, on pourrait dire qu'à moins de même concevoir une résistance au patriarcat, il est quasi impossible d'être autre qu'un stéréotype. Contrastant avec l'impossibilité d'établir, à travers Malika, une communauté de femmes musulmanes immigrées, une communauté féminine interculturelle se construit entre Zouina et deux femmes françaises. À part son titre qui combine deux traditions religieuses comme pour renforcer le projet de cette communauté interculturelle, Inch'Allah signifiant « si Dieu le veut » et dimanche représentant le jour sacré des chrétiens, le film n'illustre qu'une seule fois l'islam en tant que religion, lorsque la belle-mère Aïcha fait sa prière.
Le contexte n'est pas indicateur d'une religion paisible et tolérante puisqu'Aïcha est un emblème de tyrannie, œuvrant à forcer la soumission de Zouina. L'islam apparaît également de façon plus indirecte, par de nombreuses références à la fête principale dans le monde musulman, Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, commémorant la foi d'Ibrahim, Abraham et couronnant le pèlerinage annuel à la Mecque. Dans le film, il est fréquemment question du mouton qu'Ahmed et sa mère vont acheter pour le sacrifice. Ici encore, la référence à l'islam paraît critique puisqu'il suggère le destin sacrificiel du mouton, et suggère peut-être celui de Zouina, une de ces mères d'immigrés qui sont allées au sacrifice, selon Benguigui dans l'entretien de 2012 cité plus haut, à moins de trouver la force et l'appui qui lui permettront de contester sa soumission. Le message du film semble être que l'islam doit également évoluer pour faciliter non seulement l'émancipation des femmes musulmanes, mais aussi l'harmonie entre les communautés, mais seulement une fois que la génération oppressive, symbolisée par Aïcha, ait été réduite au silence. Œuvre récente de Colin Serrault et Yamina Benguigui. Plus récemment, les 4 téléfilms de Benguigui, significativement intitulés Aïcha, font aussi preuve d'un désir d'intégration, cette fois chez les descendantes d'immigrés maghrébins, mais leur désir mène souvent à l'échec malgré leurs efforts de prouver qu'elles sont françaises. Et l'islam y joue un rôle important, la plupart du temps en creux. 3 jeunes femmes représentent 3 tendances. Aïcha d'abord est attentive aux autres tout en étant ambitieuse. Nejma ensuite, diplômée de droit, ne trouve pas de stage à cause de son nom et flirte dangereusement avec l'intégrisme, mais retourne sa situation en se constituant représentante féministe d'un groupe de femmes converties à l'islam pour leur obtenir des droits. Horia, enfin, adopte le nom espagnol de Gloria afin d'obtenir un poste et perd à ce jeu. Nejma, au contraire, en ne renonçant pas à son identité, parvient à tirer une énergie de l'adversité et va sans doute réussir dans le domaine de la politique. Ce personnage est presque une leçon pour les Français de souche. En bloquant la promotion de jeunes beurs doués, on risque de créer des monstres, comme le démontre l'exemple de Gloria Horia. Dans les téléfilms de la série Aïcha, les femmes de la première génération se voient comme des musulmanes pieuses, sans penser devoir le démontrer. Quant à l'intégrisme islamique, il s'agit d'un phénomène aberrant pour Benguigui comme elle le déclare en mai 2009. L'islam noir, politique, n'est pas celui de ses parents. Cette forme d'islam met désormais en péril la possibilité d'une coexistence paisible des communautés. À part la question problématique de l'islam radical, l'évolution des films de Yamina Benguigui confirme les tendances montrées dans ses documentaires et dans Inch'Allah Dimanche. Il en va presque de même en ce qui concerne Colin Serrault. Faisant écho semble-t-il à Inch'Allah Dimanche, le titre du film Saint-Jacques. La Mecque, 2005, relie également les 2 traditions religieuses chrétiennes et musulmanes, en faisant référence au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et à celui de la Mecque. Le pèlerinage de Saint-Jacques, qui remonte au Xe siècle, est réputé comme un modèle de diversité culturelle, rassemblant des gens d'origines diverses. Pareillement dans le film. En ce qui concerne notre propos, c'est comme si la réalisatrice voulait se racheter en quelque sorte pour les représentations extrêmes qu'elle a données des hommes dans Chaos, car certains personnages masculins sont considérés ici sous un angle plus indulgent, tandis que d'autres servent à accentuer un racisme persistant en France. Mais la militante écologiste et féministe se révèle intransigeante dans le documentaire de 2010, Solution locale pour un désordre global, qui dénonce le patriarcat pour la destruction progressive de la terre nourricière et donc féminine, pour la mainmise des multinationales sur les semences et pour leur imposition de produits chimiques dérivant en grande partie des stocks des armes chimiques ayant servi durant la Première Guerre mondiale. Les problèmes écologiques sont la conséquence de cette colonisation de la société qui valorise l'exploitation, la prédation et le profit plutôt que les forces de vie. Dans un entretien, Serrault observe que le pouvoir du patriarcat a créé un désordre maladif pour nos sociétés, contre lequel le pouvoir de la vie doit agir en tant que contrepoids. Elle demande « Quelle est notre place dans l'univers et notre rapport avec la nature ?» En restant attentif à l'environnement, conclut-elle, on doit comprendre que le premier environnement est le corps maternel, dont provient toute vie. Dans les films de Colin Serrault et de Yamina Benguigui se découvrent 2 programmes complémentaires de lutte féministe pour la justice et l'épanouissement tant individuel que collectif.
allant d'un type identitaire sur les plans personnel et national, jusqu'à une dimension environnementale et universaliste, dans un effort de dépasser les binarismes oppositionnels. Les deux cinéastes invitent les femmes à prendre un rôle actif dans la transformation de leur monde. Ainsi, tout en gardant à l'esprit la culture de chaque auteur, les enjeux pour de nombreux personnages féminins étudiés dans ce collectif sont-ils l'imagination, la prise de parole, la créativité, le passage à l'acte, la collaboration, la tentative de dépasser des stéréotypes contraignants, la lutte pour construire un monde plus juste, fréquemment sur le fond d'une domination patriarcale qui risque à tout moment de compromettre ses efforts. Bibliographie. Abel, Erika. Fast Faced Feminism. Colin Serrault Talks About Chaos, IndieWire 30 janvier 2003 Web. Alexander, Livia. French Algerian, A Story of Immigrant and Identity. Entretien avec Yamina Benguigui, Satya, mai 2002 Web. À Lyon, Yves. Inch'Allah dimanche, entretien avec Yamina Benguigui, L'Avant-Scène Cinéma, volume 506 2001, pp 136 à 138. Varonnet, Brigitte. Isabelle Adjani, Maïwen et Rachida Brakni seront sœurs pour Yamina Benguigui. Allociné 2 août 2018 Web. Benguigui, Yamina, réalisatrice. Aïcha Job à tout prix, Aïcha la grande débrouille, Aïcha Vacances infernales, téléfilm, France 2, 2008 à 2012, DVD France Télévisions Distribution 2009 à 2012. Femme d'Islam, Paris Albin Michel 1996. Réalisatrice. Femme d'Islam, France 2, 1994, DVD MK2 2008. Réalisatrice. Inch'Allah dimanche, Harpe Productions 2001 DVD Film Movement 2005. Colville Georgiana. Où va le roman familial? Chaos de Colin Serrault, in Marie-Claire Barnet et Edouard Welch Codir. Affaires de famille, The Family in Contemporary French Culture and Theory, Amsterdam, Rodopi 2007, pp 239 à 248. Fauvel, Maryse. Yamina Benguigui Inch'Allah dimanche, Unveiling Hybrid Identities, Studies in French Cinema, volume 4, numéro 2, 2004, pp 147 à 157. Fener, Angelica. Oral Topography of Migration in Yamina Benguigui Inch'Allah dimanche, Camera Obscura, numéro 66, 2007, pp 93 à 127. Elme Yolande. Malika Mokedem envers et contre tout, Paris L'Harmattan 2000. Hollis Isabelle. Gendered Spaces and Wounded Bodies. Yamina Benguigui Inch'Allah dimanche, International Journal of Francophone Studies, volume 15, numéro 2, pp 197 à 213. Ingram, Marc et Martin, Florence, Voices Unveillées, Mémoire d'immigrés, l'héritage maghrébin in Eva Rushman, Dir, Moving Pictures, Migrating Identities Jackson, University of Mississippi Press, 2003, pp 105 à 20. KEALHOFER, Leslie. Maghrebi French Women in French Téléfilm, Sexuality, Gender and Tradition from Leila née en France, 1993 to Aïcha Vacances infernales, 2012, Modern et Contemporary France, volume 21, numéro 2, pp 183 à 198. Veiled Voices in the Film of Yamina Benguigui, Studies in French Cinema, volume 11, numéro 3, pp 207 à 221. LACOSTEDUJARDIN, Camille. Des mères contre les femmes, maternité et patriarcat au Maghreb, Paris, édition La Découverte 1985. LECHINTAN, Adela. Entretien avec Yamina Benguigui, French Review, volume 85, numéro 4, mars 2012, pp 730 à 736. Les femmes principales victimes de la traite des êtres humains, AFP La Croix, 14 juin 2017, Web. On n'est pas couché. Émission animée par Laurent Ruquier, 9 mai 2009, France 2. Serrault, Colline, réalisatrice. La Belle Verte, les films Alain Sard, 1996, DVD, Tamaza Diffusion 2015. Réalisatrice. Chaos, les films Alain Sard, 2001, DVD, New Yorker Vidéo, 2003. Correspondance par courrier électronique avec Catherine Perry, archives personnelles, février 2004. Réalisatrice. Couleur locale, téléfilm Neutra Production 2014. Réalisatrice.
Romuald et Juliette, Cinéa 1989, DVD Tamasa Diffusion 2015. Réalisatrice. Saint-Jacques. La Mecque Téléma 2005, DVD Lancaster 2008. Solution locale pour un désordre global, Arles Actes Sud 2010. Réalisatrice. Solution locale pour un désordre global, Cinémao 2010, DVD Édition Montparnasse 2010. Réalisatrice. 3 hommes et un couffin, Flash Film 1985 DVD Édition Montparnasse 2003. Signori Lisa F. Social Commentary in Colline Serroz, Saint-Jacques. La Mecque Mosaïque, en Interdisciplinary Critical Journal, volume 46, numéro 4, décembre 2013, pp 21-36. SOTINEL, Thomas. La cause des femmes, Monde, 3 octobre 2001. Thomas Sylvie. Colline Serrault. Je ne connais pas d'autre moyen efficace de parler à mes contemporains que de les faire rire. L'avant-scène du cinéma, numéro 468, janvier 1998, pp 1-3. Résumé des articles. Ouda Hamdi, Loin de Médine d'Assia Djebar, vers une histoire de l'islam au féminin. C'est en 1991 que l'écrivaine algérienne d'expression française, Assia Djebar, publie son roman Loin de Médine. Véritable fresque de personnages féminins qui ont marqué l'histoire de l'islam à l'époque du prophète Mohammed. Ce texte prend toute sa signification quand on l'inscrit dans le contexte d'une Algérie qui fait face à un discours religieux fondamentaliste dans lequel fitna et aoura constituent les notions clés de l'image imposée aux femmes. Le texte de Djebar vient en effet contrer un discours qui veut mettre le voile sur la face féminine de l'islam. Cette occultation va de pair avec une volonté d'exclure les femmes des sphères sociales et politiques. Grâce aux éléments textuels et paratextuels que le présent article tente d'examiner, l'œuvre de Djebar se veut à mi-chemin entre fiction et histoire, et nous offre une autre vision de l'islam, une vision profondément libératrice et foncièrement humaniste. Ghassan Lutfi, Aïcha la bien-aimée du prophète de Geneviève Chauvel, ou Comment faire d'Aïcha un exemple de son sexe. L'objet de la présente contribution est d'examiner la relation entre l'écriture du fictionnel et l'écriture de l'histoire, dans le roman de Geneviève Chauvel Aïcha la bien-aimée du prophète. Les questions principales auxquelles nous avons essayé de répondre sont: quelle histoire et quelle image du personnage historique d'Aïcha, mère des croyants, se dégage? Par quelle stratégie textuelle et discursive? Et à quelle fin? En analysant une série de choix faits par Chauvel, choix des sources, biographie, Coran et traduction du Coran, hadith, etc. Et choix dans ces mêmes sources, dédits et faits à montrer ou occulter, nous avons tenté de montrer comment l'auteur a manipulé ces sources pour réaliser un équilibre entre l'orthodoxie et l'horizon d'attente du lecteur, dressant un portrait d'Aïcha à la fois nouveau et non subversif et faisant d'elle un exemple de son sexe. Sharazed Longou, de l'héritage du passé vers une remise en cause des modèles archaïques en Algérie, la femme araga ou le rejet de l'islam du pouvoir et de la dictature. Cette étude s'appuie sur le parcours de Lamia, jeune femme de 35 ans, cloîtrée dans sa solitude, qui lors de la visite inopinée de Sherifa, mère célibataire de 16 ans, ouvre sa porte à des bouleversements qui vont lui permettre de s'ouvrir au monde, de communiquer et de s'affirmer en tant qu'être à part entière. Les fugues répétées de Sherifa aussitôt installées, sont celles-mêmes qui permettent à Lamia de passer de la passivité qui emplit ses jours enfermés dans la maison de Rampe Valley, à la connaissance de soi et des autres. La longue recherche entamée pour retrouver Sherifa qui multiplie ses fugues place Lamia face à une série d'expériences existentielles qui peu à peu transforment sa vie, son esprit et sa vision du monde. Dans cet article, nous proposons d'analyser l'itinéraire de Lamia qui en fin de parcours décide de se faire araga, celle qui brûle les routes, pour s'affranchir d'un système totalitaire et d'une tradition patriarcale fortement religieuse et intolérante. Nous montrons à ce sujet comme s'opère chez Lamia la transition de la passivité de l'espace intérieur vers la connaissance et la confrontation de l'espace extérieur du monde, des hommes, de la société et de soi. Nous examinons par ailleurs le discours progressiste et révolutionnaire de l'héroïne, qui prend en main sa destinée en rupture avec les valeurs du pouvoir et de la société arabo-musulmane qui n'accorde aucune place à l'enfant illégitime. Safwa Babampton,
Le récit performatif de l'identité féminine dans le champ culturel francophone d'inspiration maghrébine. Ma vie de célibatante, la répudiée, une femme tout simplement et la source des femmes. Le choix du sujet de cette étude est motivé par l'ambition de confronter, pour les dépasser, certaines limites de la critique postcoloniale, en compliquant d'un angle nouveau les rapports entre l'esthétique et le politique examinés dans des études précédentes. Plus particulièrement, il est question d'étudier la fonction de l'ambivalence aussi bien que de l'ambiguïté à travers la lecture croisée de productions culturelles francophones ancrées dans l'univers maghrébin, représentant des genres d'écriture divers, et dans lesquels les actes performatifs de l'identité féminine opèrent comme une manifestation parfaite de l'esthétique de l'ambiguïté, permettant ainsi à de nouvelles conceptions de la condition postcoloniale au féminin de surgir. Mohamedou Lanyang, entre religion et classe sociale, le couple wolof et musulman dans la grève des Batous d'Aminata Sofol. À la suite de Jean Desjeux qui a mis en lumière l'important trope du couple dans l'œuvre d'Assia Djebar, nous notons que l'œuvre d'Aminata So offre un vaste répertoire de ce type de mimésis où le vécu du couple est présenté d'une façon qui met en évidence le rôle déterminant de la femme dans l'espace de l'intimité conjugale et familiale. Cet article analyse son roman La Grève des Batous, pour faire ressortir le caractère indissociable du couple musulman de l'esthétique littéraire chez Aminata Sofol. L'étude relève le dynamisme sociopolitique et culturel dont la femme musulmane fait preuve dans l'espace intime du couple dans l'œuvre de cette auteure sénégalaise. Aussi souligne-t-elle l'ironie qui caractérise celle appartenant à la classe dirigeante par sa façon de vivre la polygamie. Par ailleurs, le traitement de l'érotisme féminin et de l'occultisme chez Sofol fait partie intégrante de cette étude qui se focalise sur les relations hommes-femmes telles qu'édictées par le dogme islamique et les traditions culturelles locales. Michel Royer, Conflit de génération et intégration, les femmes musulmanes dans Inch'Allah Dimanche de Yamina Benguigui 2001. Cet article analyse le conflit de génération au centre de l'intrigue du film de Yamina Benguigui Inch'Allah Dimanche 2001, à partir d'une perspective féministe. Notre étude contraste le rôle des jeunes femmes algériennes et de leurs aînés dans le processus d'intégration à la société française des années 1970. Adoptant comme cadre théorique les études de Simone de Beauvoir sur la condition féminine, le deuxième sexe, 1949, et la vieillesse, 1970, les concepts existentialistes de liberté, de projet, de transcendance et d'immanence, d'altérité et de mauvaise foi permettent de mettre en lumière le processus d'intégration des femmes immigrées dans le film. Rebecca Léal, Ma mère l'étrangère. Rupture et transmission des stéréotypes socioculturels dans Aïcha de Yamina Benguigui. Ce travail développe une analyse critique des processus de stéréotypie et de projection de la femme maghrébine, en tant qu'autre dans le cinéma en France. À travers les images mimétiques à l'écran, le cinéma semble être une représentation fidèle de la réalité, cependant il reste souvent figé dans des représentations fétiches et dans l'image imposée au spectateur. Dans cette étude, nous traçons les influences subtiles des institutions et de la culture dominante à travers l'analyse des discours stéréotypiques dans la série Aïcha 2008 à 2011, de Yamina Benguigui, mise en parallèle avec son premier long-métrage Inch'Allah Dimanche, 2001. En examinant la représentation des mères arabo-françaises tant dans des œuvres cinématographiques que dans des œuvres romanesques, nous tâchons de montrer à la fois la stagnation et l'évolution dans l'expérience de femmes algériennes en France vues par leurs filles. Catherine Slawysutton, Karima Berger. Écrire et revendiquer une lecture personnelle et féministe du Coran. Franco-algérienne arrivée en France en 1973, Karima Berger est l'auteure de romans et essais, dont L'enfant des deux mondes, La chair et le rôdeur, Filiation dangereuse, où elle négocie une place entre deux cultures, l'Orient et l'Occident, deux traditions, laïcité et islam, deux langues, le français et l'arabe, dont elle dit avoir été dépossédée, et des identités multiples, femmes, féministes, modernes, musulmanes, laïques, etc. En 2009, elle publie un essai, Éclat d'islam, et en 2010 un recueil de nouvelles, Rouge sans vierge, qui éclaire sa place dans l'islam de manière plus autobiographique. En 2014, elle devient présidente des écrivains croyants. À partir de l'écriture morcelée d'Éclat d'islam,
Cet article explore d'abord l'itinéraire qui a mené Berger à des éclats de colère, et identifie plus précisément sa spiritualité. Dans les premières parties, nous étudions pourquoi cette intellectuelle musulmane se trouve obligée de faire le point avec cet essai sur les sources de son enfermement. Il s'agit pour elle de relever ces défis constants alors que tous autour d'elle, et des deux côtés de la Méditerranée, voudraient l'acculer à prendre parti soit pour une identité française, soit pour une identité d'exilée maghrébine, soit pour une identité algérienne, les trois étant le plus souvent considérées a priori comme incompatibles. Si elle ne rejoint pas la lecture des Français sur les femmes en islam, Berger se tient également à distance de tout extrémisme ou repli identitaire islamiste. La troisième partie de l'article examine alors les multiples facettes de son intériorité. Nous analysons le sous-texte d'éclat d'islam, la soif de l'écrivaine pour la spiritualité, le ressourcement dans un entre-deux vital, la vocation pour l'ouverture, le goût des alliances avec l'autre et des correspondances entre les cultures. Par ailleurs, nous proposons qu'en se recentrant sur sa propre intimité et en donnant des lectures personnelles, voire transgressives, du Coran et du rôle des femmes en islam, Berger s'inscrit dans un courant de spiritualité soufie. Anna Roca, la spiritualité incarnée, Lala Essaidi et les femmes du Maroc. La dimension incarnée de la spiritualité, par rapport à l'œuvre de l'artiste marocaine Lala Essaidi, fera l'objet de notre étude. Dans son art, la spiritualité se fait premièrement introspection et prise de conscience par rapport à son passé et aux cultures qui l'ont forgé. La spiritualité se fait aussi engagement avec l'altérité, à partir de l'exploration des images des femmes arabes, engendrées par l'art orientaliste du XIXe siècle. Visant à rétablir la dignité des représentations des images féminines, aussi bien qu'à montrer le potentiel créatif et le côté méditatif des femmes marocaines, l'art d'Essaidi se construit à partir de valeurs telles que la relation, le processus, l'échange, la solidarité et le soutien mutuel entre femmes. Ainsi conçue, l'expression artistique d'Essaidi devient le trait d'union entre le quotidien et le sacré. Enfin, chez notre artiste, la recherche... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.